Voilà. Donc, aujourd'hui, hop, c'est parti. Et voilà. That's it. Donc, la diversité culturelle. On va commencer à parler juste un petit mot quand même pour ce qui est de la notion de l'immigration. Hein. Il y a quelque chose de particulier, hein, c'est-à-dire dans le fait de vivre une forme d'immigration quelconque, c'est que c'est particulièrement difficile. Hein. Des fois, on est un peu sévère, si on veut, comme société d'accueil. On s'attend à ce que les personnes immigrantes tout de suite, si on veut, hein, adopte le style de vie québécois, mais on voit que c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que c'est véritablement une épreuve de socialisation secondaire. Hein? C'est-à-dire qu'on doit apprendre un ensemble de normes, un ensemble de codes culturels, de modèles de comportement, bref, tout ce qu'on a vu dans le cours associé à la culture, c'est un ensemble d'éléments qui doit s'approprier l'individu. Hein? Également, l'organisation formelle et informelle des sociétés. Vous savez qu'on a tous, si on veut, vous êtes tous après nés ici au Québec, on sait à peu près comment fonctionne notre société, hein, parce que vous avez été évidemment éduqués dans ce cadre-là. Mais évidemment, si vous venez d'un autre pays, complètement un autre pays, ça devient quand même particulièrement compliqué. C'est un ensemble d'éléments, si on veut, que doit s'approprier l'individu. L'individu également peut vivre une forme de déclassement social. Vous pouvez, dans votre société d'accueil, d'origine, excusez-moi, avoir un très fort statut social et arriver ici, par exemple, et de vivre un ensemble d'éléments auxquels vous n'avez jamais été habitué. Hein, par exemple, si vous êtes un individu qui venait du Gabon, un pays d'Afrique, et que vous avez ici, vous n'avez jamais été victime de racisme, par exemple, parce que vous êtes dans votre pays où la majorité est évidemment noire dans ce pays-là. Donc, c'est un ensemble d'éléments, si on veut, auxquels l'individu est confronté, auxquels l'individu également doit s'approprier comme personne, comme tout individu lors de la socialisation secondaire. Est-ce que quelques-uns d'entre vous ont déjà voyagé un peu partout sur la planète? Et je ne compte pas ici Punta Cana ni Varadero, si on veut, dans les voyages. Camille, tu es allé à quel endroit sur la planète? Un voyage un peu exotique, là, en gros guillemets? Italie. Italie, déjà, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont étonné, qui t'ont déstabilisé, par exemple, quand tu es allé en Italie? La conduite des gens en voiture. Plus agressive, j'imagine? Oui, quand ils se stationnent, eux, même si ça ne rentre pas, ils rentrent. Ah, voilà. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs. Je suis allé aussi dans le sud de la France, puis qu'ils mettent des espèces de petits barils de plastique là, autour de leur pare-choc là, pour s'assurer comme ça, tu ne te fais pas complètement défoncer ta voiture. Mais évidemment, si tu es une petite Québécoise, tu te retrouves là-bas, tu te dis, voyons donc, le monde, c'est des malades avec leur char, puis ça n'a pas de bon sens. Mais on voit un peu, c'est une forme de socialisation secondaire. Tu aurais appris avec le temps, je vais peut-être mettre des petites bouteilles d'eau là, accrochées avec des cordes autour de mes pare-chocs pour ne pas me faire défoncer mon véhicule. Hein? C'est un ensemble de petits éléments. Là, on est un peu dans le rigolo, dans l'anecdotique, mais quand même, quand on vient habiter dans un autre endroit, ça devient quand même particulièrement compliqué. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà voyagé et qui a été un peu étonné par des us et coutumes du pays en question? Moi, j'ai été à Laval. À Laval, donc voilà, ça c'est un excellent exemple. Qu'est-ce que tu as vécu comme choc culturel quand tu es allé à Laval? Le linge du monde. L'événement des gens, donc voilà. La conduite. Ça conduit vite à Laval? Je ne sais pas. C'est en train de partir n'importe comment. Mais on voit un peu l'idée, hein? C'est-à-dire que vous soyez de la rive sud et vous allez sur la rive nord, vous êtes confronté avec un ensemble hein, de valeurs et de cultures qui est complètement différente. Hein? Moi, je suis allé aller des endroits, je n'ai pas fait le tour du monde, là, évidemment, là, mais il y a deux endroits qui m'ont un peu plus étonné. Le Maroc, de manière assez soft, hein, quand même, le Maroc, c'est quand même assez occidental comme pays, mais d'avoir quand même une division franche entre femmes et hommes, c'est pas quelque chose auquel on est spontanément habitué. Hein. Déjà, ça peut être un peu étonnant. D'ailleurs, vous retrouvez une plage au Maroc, il n'y a personne, il n'y a pas de filles sur la plage au Maroc. Hein, il n'y en a pratiquement pas, sinon il y a quelques touristes. C'est un petit peu étonnant. C'est-à-dire, on peut se dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ici? Bon, on doit s'adapter à quelque part à une nouvelle manière de vivre, par exemple. J'ai passé quelques temps en Thaïlande avec ma copine. Je dis toujours avec ma copine, j'ai déjà dit à tous les cours, mais je suis toujours le petit bout là, qui fait un peu moins louche. Donc, je suis allé en Thaïlande avec ma copine et c'est quand même profondément déstabilisant. Il n'y a rien de nécessairement écrit. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, les horaires d'autobus sont relativement variables à quelque part. On doit toujours à peu près s'organiser comme on pense que ça devrait aller. Est-ce que vous donnez juste un instant? Mon chat gratte comme un débile sur la porte et je ne m'entends même pas parler. Donnez-moi un instant.
Ouais. Mauvais chat. N'allez pas à la SPCA acheter un chat usagé. Hein? Achetez-vous un neuf. Bon, c'est une blague, évidemment. Mais si on veut, même par rapport à ce qui est de l'alimentation, encore une fois, souvent les rapports hommes-femmes sont assez déstabilisants. La langue également. On se promène un peu partout dans le pays, mais on ne comprend jamais rien parce qu'on ne parle pas thaï, la majorité d'entre vous. Mais également, l'écriture, c'est une autre sorte d'alphabet. Donc, on n'a aucune maudite idée de ce qui se passe dans le pays en question. Donc, c'est un peu l'idée, hein, c'est-à-dire qu'immigrer, c'est toujours une forme de socialisation secondaire. Et il faut toujours considérer, hein, dans votre emploi d'hygiéniste dentaire, que la personne que vous avez devant vous, qui vient peut-être de faire son arrivée au Canada, eh bien, peut être dans une forme de choc culturel, hein, complètement être déstabilisé par l'organisation de la culture telle qu'elle se présente devant lui. Hein. Donc, il faut toujours garder un peu à l'esprit, les individus qui sont là devant nous ne sont pas de mauvaise foi, hein, donc c'est vraiment une question d'habituation hein, à la fameuse culture d'accueil. Donc, petit élément là, en commençant sur cette notion-là d'immigration. Également, certains d'entre vous sont en appartement de mémoire. Lors du dernier cours, on avait un peu posé la question. Est-ce qu'il y en a qui sont pas en appartement puis qui n'ont jamais vraiment pensé, même tout de suite, aller en appartement? J'aurais besoin d'un volontaire. Ça va être rigolo. Ça va être rigolo pour les deux, là, pour tout le monde. Inquiétez-vous pas. Là. Non, pas de volontaire. Mais évidemment, hein, on ne veut pas montrer sa non-compréhension des choses. Mais d'abord, je vais parler à ceux qui sont en appartement, étant donné que j'ai absolument aucun volontaire. Je n'ai pas envie de pointer des gens. C'est toujours plus ou moins agréable. Pour ceux qui sont en appartement, ben, la première fois que vous déménagez, c'est compliqué, hein? Tabarouette, l'ensemble de normes qu'il faut apprendre de comment est-ce qu'on cherche, où est-ce qu'on cherche. Évidemment, vous savez que ce n'est plus dans les journaux, j'espère. Je pense que ça, c'est fait. Vous avez passé la génération, vous n'êtes plus dans les petites annonces. Là. Mais ça commence à devenir particulièrement compliqué. C'est quoi le prix ordinaire d'un loyer? Combien ça vaut un 4,5, par exemple, à Saint-Hyacinthe? Ben, ce n'est pas nécessairement évident. Puis vous venez pourtant du Québec, donc vous avez un ensemble de ressources, par exemple, à vos amis, votre famille qui peut vous aider. Ben, c'est à peu près ce prix-là. Mais ce n'est pas toujours évident de savoir comment se trouver un logement, par exemple. Puis on est vraiment à la base, hein, se trouver un toit hein, quand on est une personne immigrante. Donc, le prix, pas nécessairement évident. Le savoir de comment également se trouver un appartement, pas nécessairement évident non plus. On peut être aussi, vous ne serez pas très étonné, hein, discriminé lorsqu'il s'agit de pouvoir louer un appartement, hein, par exemple en fonction de son groupe ethnique, mais aussi, par exemple, peut-être vous en fonction de l'âge. Hein, vous êtes trop jeune, vous allez faire un petit trouble puis vous n'avez pas d'argent. Hein, on a un ensemble de stéréotypes et de préjugés qui sont associés à ça. Par exemple, moi et ma copine, eh bien, on a nous deux dans la trentaine, moi un peu moins qu'elle, dans la mesure où je suis un peu plus vieux quand même. Là, je le dis que j'allais mourir doucement. Bref, passons cette partie-là. Eh bien, je ne vis jamais de discrimination lorsqu'il s'agit de louer un appartement. Hein. On est deux personnes blanches, deux personnes dans la mi-trentaine qui n'ont pas d'enfants encore. Le bébé s'en vient, là, mais les autres, ils ne savaient pas quand on a loué l'appartement. Donc, oui, un peu les difficultés, d'une part, de comment faire, les discriminations qu'on peut vivre également, et aussi les moyens légaux lorsqu'il y a un problème. Est-ce que chacun d'entre vous connaissez vos droits en tant que locataire? Ce n'est pas nécessairement évident. Hein? Donc, puis, pourtant, vous venez du Québec, vous êtes né ici, vous avez déjà toujours été, si on veut, confronté à cette culture qui est la culture québécoise. Et d'ailleurs, même si j'avais une amie, elle, qui venait qui venait du Lac-Saint-Jean, est arrivée à Montréal et saluait tout le monde dans le métro. Hein, comme on fait dans les petits villages, mais vous vous rendez bien compte qu'elle était étiquetée comme une personne ayant des problèmes de santé mentale. Hein. Donc, encore une fois, juste à l'intérieur même d'un pays, le fait de passer de petit village, si on veut, à une grande métropole, encore une fois, ça peut être une forme de déstabilisation, d'apprentissage, donc de socialisation secondaire. Également, ce à quoi on peut être confronté, c'est la notion, je pense que j'avais déjà un peu évoqué sur le cours sur la culture, mais la notion de choc culturel. Hein, c'est-à-dire que des fois, les différences sont tellement grandes dans notre pays d'origine et notre pays d'accueil qu'on peut véritablement vivre un choc culturel, c'est-à-dire vraiment une forte réaction, une grande émotivité, par exemple, à ce que l'on confronte au quotidien. On peut être profondément déstabilisé. C'est-à-dire,
Choc culturel, par exemple, je reviens encore sur le seul voyage pertinent que j'ai fait dans mon existence, c'est-à-dire quand j'étais en Thaïlande, mais déjà, c'est profondément déstabilisant. Hein. Les normes, par exemple, d'hygiène dans l'espace public pour des individus, hein, mais des lieux eux-mêmes. Quand on marche dans certains quartiers, on a les pieds qui collent hein, au plancher parce qu'il y a trop espèce de du sang coagulé, un peu de la crasse, des choses comme ça. Ben, évidemment, c'est une forme de choc culturel. De voir, par exemple, que sur les petites motos, actuellement, mon record, c'est 4 personnes que j'ai vues sur une petite mobilette, hein, les enfants étant placés entre les deux jambes du conducteur. Pas de casque, évidemment. Un casque, à quoi ça sert, ces choses-là? Donc, un ensemble de petits éléments qu'on peut vivre. Moi, c'est plus rigolo. Je n'allais pas habiter là. Donc, ce n'est pas un grand problème, mais qui peut être fortement vécu par des individus qui viennent résider au pays. Donc, quand même particulièrement complexe pour ces individus. Donc, c'est un peu la notion de choc culturel. Hein, on retient un peu l'idée. L'immigration est preuve de socialisation secondaire qui peut s'accompagner d'un choc culturel pour les individus. Vous ne serez quand même pas étonné d'apprendre non plus. Vous connaissez peut-être des gens qui, leurs parents étaient anciennement, si on veut, des immigrants. Bien, on voit un peu qu'après la deuxième et surtout la troisième génération, les individus se différencient pas beaucoup, si on veut, hein, des autres enfants de leur société d'accueil. On parle de phénomènes, des fois qu'on est un peu entre les deux cultures. Hein, on a un pied dans un et un pied dans l'autre. On parle de ce phénomène-là d'hybridation culturelle. Hein, je me sens à la fois québécois que marocain, par exemple. Hein, donc, on a chez les individus une forme de cohabitation de deux cultures, étant évidemment celle qui a été transmise par les parents et éventuellement celle qu'on va vivre avec nos interactions au quotidien. Donc, c'est un petit élément ici à souligner. Également, pour ce qui est des sociétés, hein, on va voir un peu que la notion de race, on va évidemment la déconstruire, mais on peut quand même diviser, disons, les cultures entre deux grands pans. Hein, des cultures qui seraient plus collectivistes et des cultures qui seraient plus individualistes. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que la culture québécoise contemporaine, elle est davantage individualiste. Hein, une culture individualiste, pas dans le sens négatif. Ça ne veut pas dire égoïste quand je dis individualiste. C'est vraiment l'idée d'une culture qui met la primauté sur l'individu. L'individu lui-même est au centre des considérations sociales. Hein? Donc, il faut vraiment distinguer égoïsme d'individualisme. Donc, une société individualiste, davantage axée sur le « je ». On veut savoir ce que vous voulez faire plus tard, si on veut, comme métier. Quelles sont vos décisions? Comment vous interprétez le monde? Davantage axée sur le « je ». Culture collectiviste, à l'inverse, davantage axé sur le nous. Ça veut dire que l'importance de l'opinion que le groupe a sur notre conduite, par exemple, sera beaucoup plus grande, beaucoup plus déterminante. En gros, dans une culture individualiste, par exemple, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes ont beaucoup plus de marge de manœuvre, par exemple, par rapport à leur milieu familial, par rapport à l'ascendant que peuvent avoir les parents, hein, au strict minimum, mais également sur le groupe familial. Évidemment, ça peut influencer, par exemple, notre impression chez nous lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Hein, par exemple, hygiéniste dentaire, vous allez éventuellement avoir des individus issus de la diversité, c'est absolument normal. Et si vous êtes en interaction avec un individu issu d'une culture davantage collectiviste, vous ne serez peut-être pas étonné d'apprendre que avant d'accepter des soins ou, si on veut, un prochain rendez-vous, accepter, bon, voilà, davantage, par exemple, de discussions avec la famille. Dans le fond, ils vont avoir moins tendance à directement prendre la décision sur le champ, hein, si on veut, vraiment axer sur le « je ». Hein, donc, ne soyez pas étonnés quand ça arrive ces situations-là, c'est davantage un élément de culture. Culture individualiste, beaucoup d'emphase sur l'autonomie. On va avoir beaucoup d'importance cet élément-là lorsqu'on va parler d'inégalité sociale. Hein, qu'on a tendance à, par exemple, énormément mettre de l'emphase sur l'autonomie individuelle et à quelque part, surresponsabiliser les individus par rapport à leurs problèmes. Hein, donc, une société qui valorise énormément l'autonomie sont davantage axées dans la culture individualiste. Tandis que collectiviste, davantage sur les rapprochements, l'interdépendance entre les différents membres, par exemple, d'un même groupe ou d'une même famille. C'est une équipe, à quelque part, tandis que nous, on est davantage socialisés pour être autonomes le plus tôt possible. Hein? Pour, encore une fois, la distinction entre les deux, choix individuel, bon, j'ai déjà un peu évoqué. Individualiste va davantage avoir tendance, et on fait un peu là, des grandes démarcations, hein, mais
davantage tendance, par exemple, à respecter le respect et l'obéissance. L'obéissance, par exemple, par rapport aux aînés, par rapport aux patrons, par exemple, la notion de respect en général est davantage mise de l'avant. Culture individualiste, quelles sont vos réalisations individuelles? Vous devez prendre l'initiative au quotidien. Bien, évidemment, davantage dans les cultures individualistes. On va voir un peu qu'il y a quand même des pièges qui sont associés à ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas été assez autonome et tu n'as pas assez pris d'initiative personnelle par toi-même pour t'en sortir, collectivement, on va avoir tendance à accuser l'individu de le surresponsabiliser par rapport à les situations qu'il vit au quotidien. Donc, c'est vraiment cette notion-là entre les deux grandes cultures qu'on peut faire, individualiste et collectiviste, entre le je et le nous au sens large. On va maintenant quelques définitions avant d'aborder le cœur de ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous ne serez pas étonné que la notion de race ne va pas être particulièrement employée, même si on va évoquer la construction sociale de ce concept-là. Mais on va avoir comme 3 grands termes qui peuvent davantage nous intéresser que la notion de race lorsqu'il s'agit de parler d'individus issus de la diversité culturelle. Et nous faisons partie de la diversité culturelle, il faut quand même le souligner. Donc, on va considérer qu'on appelle ça des groupes ethno-culturels. Un groupe ethno-culturel, c'est à la fois un groupe ethnique et culturel. Par exemple, un groupe ethno-culturel, on va dire l'image qu'on se fait, mettons, des Canadiens français dits de souche, ce serait un groupe ethno-culturel en lui-même. Les Ontariens, les Canadiens anglais de souche seraient évidemment ici considérés comme étant un autre groupe ethno-culturel. Comment on les définit, ces individus-là? Ils ont des traditions culturelles. Ils s'imaginent une origine ancestrale commune. C'est surtout souvent dans l'imaginaire. C'est davantage un construit politique plus que d'autres choses. Vous avez sûrement déjà entendu nous sommes les descendants des coureurs des bois. Des choses, on a l'image d'une origine ancestrale que nous venons tous de France, même si dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Également des traits morphologiques, par exemple. Si on veut, une forme de ressemblance au point de vue de la morphologie. Et déjà, il faut quand même déconstruire un peu ça. Vous savez comment on construit les noms de famille? Vous portez le nom de famille majoritairement de votre père. Donc, déjà, tout le côté de votre mère, au point de vue, mettons, ascendance et biologie, on le met complètement de côté. Ça veut dire que si, par exemple, je vais prendre Camille, parce que, bon, on t'a parlé tantôt, Camille Roussel, ta mère, c'est quoi son nom de famille? Mitre. Mitre, OK. Excuse-moi, j'ai prononcé, c'est correct? OK, bon. Donc, là, tout le côté de sa mère, j'imagine que c'est français, j'ai l'impression. C'est-tu moi qui est dans le champ? Ou, c'est pas si pire. Mais à ce moment-là, on oublie totalement ce côté-là lorsqu'il s'agit de faire la filiation des individus. Puis vous savez comment c'est fait un arbre généalogique. Si vous considérez uniquement toujours la lignée du père, vous allez regarder que j'ai un gros arbre, mais dans les faits, dans notre esprit, on considère qu'une petite ligne, si on veut, directrice, qui part du sommet jusqu'à vous. Donc, à ce moment-là, on a une espèce de pauvreté au point de vue de la représentation de nos véritables origines. Également, par exemple, mon nom de famille, moi, c'est Glendonning. Vous l'avez peut-être déjà vu. C'est écossais, pour ceux qui se demandent ça vient d'où, cette maudite affaire-là. Eh bien, c'est écossais, mais du côté de ma mère, c'est Beauregard. Mais les gens ne m'ont jamais considéré comme un Canadien français de souche, même si du côté de ma mère, c'est totalement français. Et même, on peut se poser un peu la question. Moi, je me suis considéré comme un Canadien français de souche jusqu'à temps que, jusqu'à l'âge de 10-12 ans, où est-ce que j'ai finalement bien compris que Glendonning, ce n'est pas un nom un peu étrange francophone. C'est quelque chose d'écossais, puis c'est absolument aucun rapport. Mais on voit un peu l'idée que si j'avais dit Jonathan Beaulieu, vous auriez dit, oui, il est dans le même groupe que nous. Et pourtant, au point de vue, si on veut, génétique, au point de vue biologique, j'ai davantage de gènes, disons, associés à tout ce qui a trait à l'Écosse et à l'Irlande. Donc, encore une fois, il faut vraiment remettre en question la construction des groupes ethnoculturels, qui est davantage une construction politique plus que d'autres choses. On salue d'ailleurs la petite fille de Caroline Beaulieu. Bonjour. Super, non, ça fallait la peine un petit tata. Donc, c'est un peu cette notion-là donc de construction qui est politique plus que d'autres choses. Si on veut, par les cours d'histoire, par également les discours politiques qui entretiennent l'idée que nous sommes tous des Français d'origine. Et si vous questionnez, par exemple, vos parents ou votre arbre généalogique, vous vous rendez bien compte que
Finalement, c'est pas mal plus compliqué que ça. Hein? Au Canada, par exemple, on pense qu'il y a des Canadiens anglais qui viennent de la Colombie-Britannique, la Grande-Bretagne. Eh bien, on se rend compte qu'il y a énormément d'individus qui viennent d'Europe de l'Est, hein, qui viennent, par exemple, de Hongrie, de Pologne. Donc, c'est beaucoup plus diversifié qu'on peut bien l'imaginer. Mais gardons à l'esprit la notion de groupe ethno-culturel lorsqu'il s'agit de parler des différents groupes qui composent la société. Évidemment, ce n'est pas parce que vous êtes issu d'un groupe ethno-culturel que vous êtes automatiquement rassemblés, si on veut, dans une forme de communauté. Hein. Il n'y a pas de communauté culturelle écossaise au Québec. Ça n'existe pas un quartier écossais, là, je ne l'ai pas jamais vraiment vu. Mais on va quand même avoir ce terme-là pour les différentes communautés culturelles qu'il y a, par exemple, à Montréal. Il y a plus de 120 communautés culturelles à Montréal. Vous connaissez sûrement la Petite Italie, le quartier chinois, par exemple. Vous en connaissez quelques-uns. Absolument, c'est assez facile. Quand on se promène un peu à Montréal, on voit qu'il y a des épiceries, puis les noms d'épiceries, les pays représentés sont souvent les mêmes. Hein? Donc, on le sait pas mal quand on rentre dans un quartier qui est habité majoritairement par des individus issus d'une communauté culturelle. Hein? Donc, groupe ethnoculturel, c'est vraiment le groupe des individus eux-mêmes, hein, la morphologie, la langue, si on veut, la culture. Communauté culturelle, c'est véritablement l'idée que quand un groupe va se constituer en termes de communauté, va s'offrir, par exemple, des services, des épiceries, des festivals, des églises, tous les réseaux communautaires, on parle véritablement ici de communauté culturelle. Et enfin, parce que le terme de race n'est pas approprié, mais qu'il y a quand même des individus que dans le quotidien sont considérés comme appartenant à une race, en guillemets, on va utiliser le terme de groupe racisé. Hein. C'est des groupes qui sont socialement perçus comme formant une dite race et qui sont habituellement stigmatisés en raison de caractéristiques physiques communes. Hein, par exemple, les Afro-Québécois peuvent être considérés comme un groupe racisé. Il y a davantage de discrimination, par exemple, que les descendants d'Écossais qui réussissent à se faire passer par des pure laine lorsqu'on ne leur demande pas son nom de famille. Hein, donc, les grands termes ici qui vont nous intéresser. Voilà. Mais revenons évidemment ici au terme de race, parce qu'on va quand même évoquer ce terme-là, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Parce que savoir que le racisme, c'est mal, c'est bien, mais savoir d'où ça vient, comment ça a été construit, c'est beaucoup plus intéressant. Le terme race apparaît assez tardivement, hein, ils ont toute proportion gardée, apparaît environ au 16e siècle. Essentiellement, je ramène à vos cours d'histoire. Ça fait sûrement un bout que vous n'avez pas retombé dans vos cours d'histoire du secondaire, mais vous vous rappelez un peu sûrement des colonisations européennes. Hein, par exemple, l'apparition du Nouveau Monde, en gros guillemets, parce qu'il y avait quand même du monde ici avant. Il ne faut quand même pas... voilà, j'ai quand même à souligner qu'il y avait 400 millions d'Autochtones en Amérique avant que les Européens arrivent. Il était déjà connu, ce monde-là. Mais passons. Donc, le terme de race apparaît vraiment au 16e siècle, avec le début de la colonisation. C'est vraiment, si on veut, un terme qui va, disons, vraiment de catégorie. Hein? Donc, ça signifie ratio, qui veut dire ordre ou catégorie, et de l'italien qui veut dire sorte ou espèce. Hein? C'est vraiment un terme qui est davantage, si on veut, issu, disons, de la biologie au sens large, où est-ce qu'il s'agit de la même chose qu'on mettait, si on veut catégoriser les différentes espèces d'arbres, les différentes espèces d'animaux, mais ils ont fait exactement la même chose avec, si on veut, les différents groupes humains que rencontraient les Européens lors de la colonisation. Colonisation qui n'était pas aussi joyeuse et sympathique que voulait bien me l'expliquer mon professeur d'histoire en secondaire 5. On va y revenir. Donc, vous savez, vous avez déjà appris un peu par cœur, quelque part, hein, qu'il n'y a pas de, si on veut, il n'y a pas différentes races humaines, il y a une seule race humaine qui est composée de diverses populations. Hein. Mais ce n'est pas juste parce que c'est bien de le dire. C'est pas juste parce qu'on ne peut plus dire ce qu'on veut aujourd'hui. Hein, voilà. C'est surtout qu'au point de vue biologique, ça n'a absolument aucun sens de considérer qu'il y a différentes races humaines. D'une part, s'il y avait différentes races humaines, ces individus-là ne pourraient pas se reproduire entre eux, hein, ne pourraient pas donner une descendance parce qu'ils seraient issus complètement de races différentes. Hein. Donc, soulignons déjà cet élément-là. Déjà, au point de vue génétique, les humains sont, si on veut, pas très originaux sur leur gène. Hein. C'est en gros qu'on est 99,9% identiques au point de vue génétique. C'est assez triste au point de vue de la diversité, dans la mesure où, par exemple, si on prend les chimpanzés,
bien, il y a 4 fois plus de diversité chez les chimpanzés. Hein. On est vraiment une sorte de mammifères, si on veut, qui sont vraiment, vraiment pratiquement identiques les uns les autres, étant donné que c'est une espèce qui est assez récente, hein, date environ 300 000 ans environ, l'espèce humaine, donc assez récente, mais également issue majoritairement d'un seul mini petit groupe qui a essaimé un peu partout à travers la planète. Donc, pour créer une race humaine, hein, comme je vous dis, une nouvelle race humaine, en quelque part, il faudrait vraiment qu'un groupe soit totalement isolé pendant environ 400 000 ans pour vraiment faire en sorte qu'on peut dire qu'il y a vraiment 2 races, à ce moment-là, humaines. Et on pourrait le remarquer, par exemple, sur le fait qu'ils seraient morphologiquement différents, mais également qu'ils ne pourraient pas, s'ils ont des relations sexuelles ensemble, donner des enfants qui seraient viables. Même, ils ne pourraient même pas se reproduire les uns avec les autres. Parce que tous les humains peuvent se reproduire et faire des bébés absolument viables, c'est donc vraiment l'espèce de démonstration qu'il s'agit évidemment de la même race. Également, qu'est-ce qui est assez étonnant lorsqu'on fait des études génétiques, hein, on se rend compte un peu par rapport à la fameuse différence génétique entre les différents groupes humains, c'est que l'essentiel des différences entre les humains se retrouve à l'intérieur d'un même groupe. En gros, on est tous, si on veut, on est tous à peu près du même groupe ethnoculturel, hein, ici dans la classe, moi peut-être un peu moins que certains d'entre vous, mais passons. Mais on a à peu près, hein, sur nos 3 milliards de paires de bases, hein, qui composent notre génome humain, on a environ 3 millions, hein, de paires de bases de différence les uns avec les autres. Hein, c'est-à-dire, moi, Marika, on a à peu près 3 millions de différences, hein, si on veut, au point de vue de notre génome. Eh bien, si vous prenez un individu, par exemple, qui serait issu de l'autre bout de la planète, hein, bien, il y aurait seulement 200 000 de plus. Hein, ça veut dire que l'essentiel des différences entre les humains se retrouve à l'intérieur d'un même groupe, 3 millions de différences. Et si on va vraiment à quelqu'un qui est à l'autre bout, qui nous semble profondément différent de nous, au point de vue morphologique, par exemple, c'est seulement 200 000 de plus. Hein. Donc, ce n'est pas énorme si on part de l'idée qu'il y a déjà 3 millions de différences entre vous et votre voisin. Hein, donc, que vous considérez comme étant des individus issus du même groupe. Hein. Donc, on a vraiment, au point de vue génétique humain, véritablement, hein, des gènes qui sont particulièrement près les uns des autres. Toutefois, vous savez très bien qu'on insiste sur les différences, hein, au point de vue culturel et social. C'est un peu l'idée d'où viennent ces fameuses différences. Comment on en est venu à considérer qu'il y a des groupes qui sont ceci, qui sont cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique historiquement et culturellement cette notion-là? Eh bien, quand on parle de différence, moi aussi, j'avais une carte, hein, par exemple, la sortie d'Afrique. Il y a des races du monde en Afrique, là, mais quand même, si on est sorti environ d'Afrique, les humains modernes, entre 150 et 100 000 ans, et on a un peu essaimé un peu partout sur la planète, mais on vient vraiment véritablement du même petit lieu ici, hein, que vous voyez, le petit rond un peu plus foncé en Afrique de l'Ouest. Donc, un petit groupe qui a véritablement essaimé à travers la planète. Mais évidemment, quand on parle de la notion de race, c'est la notion de couleur de la peau qui nous vient spontanément à l'esprit. Hein. C'est elle qui, si on veut d'ailleurs, sur laquelle on met davantage l'emphase aujourd'hui. Eh bien, vous voyez un peu une carte de distribution, hein, des différentes couleurs de la peau à travers le monde. Il faut quand même souligner, hein, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un continuum, hein, c'est-à-dire que entre la personne qui est, mettons, si vous avez déjà vu, hein, si on veut, des dégradés de couleurs, hein, entre le rouge et le bleu, il y a une grosse différence entre les deux couleurs, mais entre les deux, on a vraiment une espèce de continuum qui va amener jusqu'à l'autre. Hein. Mais c'est un peu ça, si on veut, la diversité des couleurs de peau chez les humains. Couleur de peau qui est répartie, vous le savez très bien, vous avez des cours de biologie, essentiellement en fonction, hein, de la lumière que procure le soleil. Hein. C'est-à-dire, vous le savez, je ne sais pas, je pense à vous apprendre ça, là, je serais étonné un peu, mais que ce qui explique les différences de pigmentation, c'est simplement la capacité à synthétiser la vitamine D. Hein. Donc, on a un peu moins besoin, si on veut, de vitamine D qu'on habite dans les pays qui ont énormément de soleil dans la mesure où on l'a déjà. Mais plus on habite au nord, plus on a besoin d'avoir une peau un peu plus claire pour en synthétiser, pour en observer davantage,
tout simplement parce que sinon, on est absolument en carence. Hein. Si vous êtes déjà allé en Afrique ou simplement, si on veut, proche de l'équateur, vous vous rendez bien compte qu'avoir la couleur de peau blanche n'est pas nécessairement un avantage parce qu'on pogne, comme on dit, des gros coups de soleil. Et sachez également que la couleur de peau blanche est assez récente dans l'histoire de l'humanité. Hein. Ça date d'environ 10 000 ans à peu près. Donc, c'est toujours un peu rigolo qu'on voit des représentations d'hommes préhistoriques qui sont blancs. C'est comme, ben, c'est impossible, ça ne se peut pas. Hein? Ça veut dire que c'est vraiment depuis environ 10 000 ans que la couleur de peau blanche existe chez les êtres humains. Alors, donc, encore une fois, ici, assez particulier. Donc, c'est vraiment cette notion-là hein, qui... oui, il faudrait que je le repartage mon écran. Donc, c'est davantage, si on veut, encore une fois, ici associé à une, si on veut, à une exposition à la lumière. Et le grand problème qu'on a, c'est que qu'est-ce qu'on dit en fait quand on dit c'est la couleur de peau? On fait le lien entre couleur de peau et culture. En gros, une couleur de peau serait associée à une telle culture, tandis que dans les faits, c'est véritablement pas le cas. Hein? Vous ne serez pas très étonné d'apprendre ça. C'est-à-dire qu'on a eu tendance à catégoriser les individus en fonction de leur couleur de peau et en fonction de cette catégorisation sociale-là, associer des caractéristiques à ces différentes couleurs de peau-là. Et on va voir que les caractéristiques, ben, ils sont étroitement associés à qui était en rapport de pouvoir sur la planète lors de la colonisation, lorsque véritablement cette grande époque, si on veut, l'apparition véritablement du racisme, a fait son apparition surtout en Europe. On va l'aborder dans quelques instants. Ce qui est assez étonnant, hein? Quand on parle d'ethnicité, on a toujours l'idée, l'impression, non, c'est la couleur de la peau. Hein? C'est vraiment ça qui distingue les différents groupes humains et tout ça. Tandis qu'on peut véritablement le voir comme une forme de frontière. Hein? C'est-à-dire que c'est une frontière sociale, une frontière culturelle qui est dirigée entre les différents groupes humains. Et on a vraiment des idées qu'on a des traits caractéristiques hein, qui distingueraient les individus les uns des autres et qu'on considérait absolument fondés sur la notion de couleur de peau. Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que les frontières ne sont pas fixes à travers le temps. Aujourd'hui, dans nos sociétés, la couleur de peau semble particulièrement importante, mais si on revient, par exemple, au 17e siècle en Europe, l'important, c'est la religion, par exemple. Est-ce que vous êtes catholique ou bien vous êtes protestant? C'est vraiment ça qui fondait les groupes. Tandis qu'aujourd'hui, on voit un peu avec la notion du colonialisme, c'est vraiment la couleur de peau qui a tendance à fonder véritablement la frontière entre les différents groupes. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'ethnicité qui nous semble absolument aller de soi aujourd'hui, on voit que c'est davantage une construction sociale plutôt qu'un trait qui serait absolument objectif, hein, qui distinguerait les différents groupes. Parce que vous ne serez pas étonné que pour quelqu'un qui viendrait du fin fond d'un pays asiatique, il ne comprendrait absolument pas pourquoi on fait des différences entre, par exemple, les Québécois et les Ontariens. C'est comme, c'est toute la même gang. Comment ça qu'il y en a qui chicanent entre eux? Qu'est-ce qui se passe? On voit que ce sont des frontières qui sont sociales, qui sont érigées. Les contenus des frontières, si on veut, entretiennent l'idée qu'il y a une démarcation entre les différents groupes. On va avoir tendance à privilégier les individus à l'intérieur de chacun de nos groupes, tandis qu'on voit que socialement, au point de vue sociologique, on voit que cette frontière-là est davantage une construction sociale, que cette frontière-là, les lignes de démarcation évoluent énormément avec le temps et les époques. Hein. Par exemple, au Québec, pendant longtemps, la religion a joué un rôle absolument central. C'était la religion et la langue. Mais aujourd'hui, vous vous doutez bien que la religion n'a pas vraiment d'importance, si on veut, quand on se compare, par exemple, au reste du Canada. C'est davantage, par exemple, la langue qui va vraiment être mise de l'avant. Donc, cette notion-là hein, de frontière peut être intéressante dans la mesure où on ne voit plus l'ethnicité comme étant quelque chose d'absolument, si on veut, dans l'ordre de l'essentialisme, qu'il y aurait vraiment des groupes qui seraient profondément différents, mais on voit que c'est davantage hein, un phénomène social qui est entretenu d'une part par la socialisation. Vous ne serez pas étonné qu'on ne naît pas racisme, on le devient, hein, ça va de soi. Donc, c'est vraiment entretenu par la socialisation, par un ensemble d'éléments de contrôle social, hein, par exemple, les différents mariages, les unions entre les différents groupes ethnoculturels ne sont pas particulièrement favorisées. Hein. On a encore tendance, si on veut, on voit même statistiquement que des individus qui se mettraient en couple de différents groupes ethnoculturels ensemble, pour plusieurs encore individus, ça pose un peu problème.
Hein? Donc, on voit un peu ce truc-là que c'est entretenu même par les fameuses normes associées à l'homogamie, hein, aux règles qui président la manière par laquelle on va rentrer en couple. Donc, on retient un peu cette idée-là qu'on ne parle pas de race, on va parler de groupes ethnoculturels et l'existence même des groupes ethnoculturels, ben, ce qui les distingue les uns des autres, est fondé sur une frontière essentiellement culturelle, essentiellement sociale, qui va varier avec le temps, qui va permettre, par exemple, d'absorber certains individus et d'en distinguer d'autres également. Hein, par exemple, ben, au Québec, les Irlandais et, par exemple, les Italiens ont longtemps été considérés comme étant un autre menaçant, hein, un groupe qui posait problème profondément à l'intérieur de la société. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aujourd'hui considèrent que les maudits Italiens, c'est vraiment un problème au Québec. Je serais assez étonné. Hein. D'ailleurs, si vous regardez un peu les vieux films, pas les vieux films, mais des films qui font dans le bon vieux temps, si on veut, le film Titanic ou l'excellent film Gang of New York, je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, mais quand les Irlandais débarquent aux États-Unis, ils sont particulièrement mal accueillis. Hein, parce que, maudits voleurs de job, vous êtes des gens vraiment bizarres, vous êtes dans un autre groupe absolument qu'on ne peut absolument pas assimiler, qu'on disait à l'époque. Ben, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un autre groupe qu'on considérait comme ça, par exemple, dans la culture québécoise, qui est considéré comme étant un autre groupe hostile, très différent au point de vue de la langue, de la religion, qui ne peut pas s'intégrer au Québec? Je crois quand même que les individus issus des pays arabes, également musulmans, sont devenus les Irlandais d'hier ou les Italiens d'hier également. Donc, on voit un peu que la frontière, nous varie vraiment avec le temps, en fonction, évidemment, de l'évolution ou du parcours historique des sociétés. Donc voilà, hein, un peu pour la notion de frontière. Abordons quelques termes maintenant pour les distinguer. Des fois, on les met un peu tout en même temps. On va quand même un peu ici les distinguer. Bien, le premier, c'est l'ethnocentrisme, c'est-à-dire les groupes ethniques et même tout groupe en général ont tendance à privilégier leur groupe à eux au détriment des autres et à considérer vraiment leur groupe comme étant la référence. Hein, c'est un peu, tous les humains sont un peu ethnocentriques, hein, même si on ne le voudrait pas. Par exemple, quand on voyage un peu partout sur la planète, quand Camille va à Laval, ben, elle prend comme référence si on veut, la culture, si on veut, de la Rive-Sud comme point de référence. Ils sont bizarres pas en soi. Je fais un peu de blague avec Camille, évidemment, là, mais ils ne sont pas bizarres en soi. Ils sont bizarres. Pas moi qui est à la Laval. Qui est à Laval, déjà, j'ai oublié? C'est Patricia. Patricia, hein, voilà. Quand Patricia va à Laval, elle est totalement déstabilisée parce qu'elle peut voir à Laval. Pourquoi? Mais elle a un point de référence qui est évidemment sa région administrative de naissance, hein, ici, la Rive-Sud. Donc, c'est un peu la même chose que pour moi, j'étais étonné quand j'étais allé un peu partout sur la planète. Un peu partout, il ne faut pas exagérer, là, mais ça fait plus, j'ai l'air plus intéressant quand je dis ça. Quand j'allais un peu partout sur la planète, eh bien, c'est par rapport à la culture québécoise que l'autre peut me paraître étranger, évidemment. Hein. Donc, c'est ce qu'on appelle le biais d'endogroupe, hein, la tendance que les humains ont à favoriser leur groupe au détriment des autres. Et on a fait des études en études psychosociales vraiment intéressantes. Par exemple, il a fait des tests où est-ce qu'on distinguait les individus avec les yeux bruns et les yeux bleus à l'intérieur d'une classe. Puis on disait à un que ben, vous êtes vraiment intelligent, puis les autres, vous n'êtes vraiment pas intelligent et tout ça. Puis on se rendait compte qu'avec le temps, ça prenait quelques minutes et voire maximum 1 heure environ. Les individus avaient tendance à se rassembler entre eux, les individus avec les yeux bleus et les individus avec les yeux bruns, et avaient vraiment tendance à se former eux-mêmes une frontière. Hein, donc, on voit vraiment que le biais dans deux groupes est très, très fort. On a tendance à se rassembler entre individus qui partagent des caractéristiques communes, mais les individus ont également tendance à juger les autres cultures à partir de leurs propres critères, si on veut, de lecture du réel. Donc, ethnocentrisme, j'ai tendance à me regrouper entre les autres, puis je vais juger, souvent malheureusement négativement, les autres cultures en fonction de la mienne. La xénophobie, c'est une shot de plus. Hein. La xénophobie, c'est quoi? C'est véritablement la peur et même l'hostilité envers les étrangers. Hein. Ça veut dire que ça va se manifester par l'idée que je vais craindre, je vais rejeter les autres individus uniquement parce qu'ils sont des
étrangers, si on veut, à mes yeux. Par exemple, les individus qui écrivent sur les réseaux sociaux que les Arabes qui retournent donc chez eux, on pourrait considérer qu'ils sont, à défaut d'être certains qu'ils sont racistes, sont au moins minimalement xénophobes. Ça veut dire une peur et une forme d'hostilité par rapport à l'étranger. Le racisme, vous le savez, c'est d'une part de croire en l'existence de race humaine, ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est la hiérarchisation. C'est vraiment l'idée de faire une liste de supérieurs à inférieurs. Donc, ce n'est pas seulement de dire les races humaines existent, mais c'est vraiment aussi l'idée de la notion de hiérarchisation. Un autre terme que je trouve quand même intéressant, qui n'est pas toujours abordé, c'est la notion de colorisme. C'est quoi? C'est comme une forme de racisme qui se fait à l'intérieur d'un même groupe ethnoculturel. Par exemple, le plus souvent, comment ça va se manifester? C'est les individus qui appartiennent au même groupe. S'ils ont le teint plus clair, vont avoir tendance à être considérés comme ayant plus de valeur que ceux qui ont le teint un peu moins clair. Donc, à l'intérieur d'un même groupe ethnoculturel, il peut également avoir une forme de discrimination qui est basée sur la clarté, ici, par exemple, de la peau. Donc, on appelle ce terme-là le colorisme. Terme, par exemple, qu'on peut voir en Asie du Sud-Est, par exemple, où le colorisme se manifeste. Également en Haïti, où le colorisme a également tendance à se manifester. Les individus ayant le teint plus clair étant considérés comme ayant, si on veut, plus de valeur. Donc, évidemment, ici, une forme de discrimination et de marginalisation. Discrimination, je pense que ça va. Profilage, on va l'aborder un peu plus tard avec des exemples, mais c'est un peu l'idée qu'on va, j'avais parlé un peu l'idée quand vous rentrez dans un bar, puis vous essayez de vous dire, je vais essayer de me faire un chum ou des amis ou des choses comme ça, ou une blonde, vous faites de la catégorisation sociale, vous mettez les gens dans des cases, puis vous dites, il doit être à peu près comme ça, mais le profilage, c'est ça, mais en la version moins sympathique, c'est-à-dire qu'on va évaluer le danger en fonction de la catégorie auquel appartient l'individu. J'ai des statistiques que je vais vous présenter un peu plus tard. Les Afro-Québécois sont davantage arrêtés que les Québécois blancs, si on veut, par les forces policières. Et ce, sans égard à une infraction qui a été commise ou non. Donc, c'est vraiment l'idée noir, voiture de luxe, égale gang de rue, je dois donc arrêter cet individu-là. Donc, évidemment, pose un grand problème dans la culture québécoise, tout ce qui est profilage, toute tendance à associer, si on veut, un danger potentiel avec une catégorie sociale particulière. Par exemple, vous avez sûrement déjà vécu des formes de profilage quand vous êtes allé dans des commerces, par exemple, en fonction de votre âge. Les jeunes ont tendance à voler, je vais donc surveiller davantage les jeunes. Moi, c'était plus les garçons, je ne sais pas, il faudrait voir ce que vous faisiez. Surveillez-vous un peu par les gardiens de sécurité quand vous allez des fois dans les magasins, des choses comme ça, plus ou moins, ça dépend un peu. Moi, je me faisais surveiller quand j'étais jeune. Je me faisais surveiller en fonction de la catégorie âge à laquelle j'appartenais. Eh bien, depuis maintenant, vous ne serez pas étonné d'apprendre que je pourrais mettre plein d'affaires dans mes poches. J'avais personne qui penserait à me surveiller. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'on surveille davantage les jeunes. Sachez que ceux qui commettent le plus de crimes et de vols à l'étalage sont les personnes âgées. Par contre, on a beaucoup moins tendance à les surveiller que les autres. Également plus jeune, je me faisais davantage arrêter par la police lorsque j'étais à bord de mon véhicule. J'avais une belle Honda Civic verte coupée avec ma casquette par en arrière. Je me prenais pour Eminem. C'était le bon vieux temps. Mais évidemment, je me faisais davantage coller, comme on dit, par les policiers pour des vérifications de routine. Donc, également, si je passais, j'avais un stop que je faisais, disons, à l'américaine, comme on dit, j'avais beaucoup moins de passe-droit. Aujourd'hui, j'ai les cheveux qui commencent à devenir gris, j'ai une genre de perline, si on veut. Je me fais jamais arrêter. Ça fait à peu près 8 mois que j'ai une lumière brûlée de feu arrière. Contre vous, je sais que je ne me ferai jamais arrêter et ce n'est absolument pas arrivé non plus depuis ce temps-là. Donc, par contre, si j'étais un jeune Afro-Québécois, je peux te dire que j'irais la faire réparer en tabarouette ma voiture, ma lumière arrière de frein parce que davantage, si on veut, on attend qu'il y ait un prétexte en quelque part pour justifier les préjugés associés à ces groupes-là de la part des policiers, évidemment, qui posent problème. Pas tous les policiers, mais il y a vraiment une tendance qu'on va aborder un peu plus tard. Donc, la notion de profilage marche pour toutes les catégories d'âge, mais insistons ici sur la notion de profilage dit racial pour ce qui est des groupes ethno-culturels.
Voilà. Deux grands termes aussi également souvent utilisés, la notion de stéréotype et de préjugé. Hein? Comment c'est entretenu au quotidien, la marginalisation, l'exclusion sociale? C'est par les stéréotypes et les préjugés. Aujourd'hui, sont quasiment considérés comme étant des synonymes. En fait, si vous me dites un ou l'autre, je ne serais pas profondément choqué, mais on peut quand même les distinguer dans la mesure où les stéréotypes, c'est l'espèce d'images culturelles qui sont véhiculées dans la société. Hein? C'est une représentation le plus souvent caricaturale qui est véhiculée sur des groupes sociaux donnés. Hein? Les stéréotypes peuvent étonnamment être positifs ou négatifs, même si le plus souvent on pense aux stéréotypes négatifs. En passant à un positif, les Asiatiques sont bons en sciences dures et en mathématiques. Ça peut être une forme de stéréotype qu'on pourrait dire positif, mais la plupart du temps, on entretient, si on veut, culturellement, des stéréotypes qui sont négatifs. Hein? Donc, par exemple, là, je ne veux pas faire le test parce que ça ne sera pas rigolo qu'est-ce qui va sortir, mais si vous pensez à Donald Trump et je vous dis les Mexicains sont, vous avez probablement des idées de stéréotypes négatifs qui vous viennent spontanément à l'esprit. Hein? C'est un peu ce qui est véhiculé par la culture, les amis, la famille, les médias, les films, tout ce qu'on peut voir. J'ai quelques exemples un peu plus tard qui véhiculent des images négatives, caricaturales de certains groupes sociaux qui colonisent notre imaginaire lorsqu'il s'agit d'entrer en interaction avec des individus. Le préjugé, à la différence du stéréotype, c'est vraiment l'idée que c'est quand j'intériorise à quelque part un stéréotype, ils deviennent des préjugés. Quand je fais mien les stéréotypes qui vont influencer mes comportements, ben, on va vraiment s'appuyer cette idée-là, de dire je m'appuie sur des stéréotypes pour intérioriser sur quelque part des préjugés. C'est un peu embêtant, c'est assez limite la distinction entre les deux, mais on retient stéréotype, image caricaturale véhiculée dans la société, préjugés quand j'intériorise ces fameux stéréotypes-là. L'individu a des préjugés, l'individu n'a pas de stéréotypes. Hein, vous voyez? Donc, les préjugés d'un individu sont fondés sur des images stéréotypées des groupes sociaux. Je ne sais pas si vous distinguez un peu les deux termes, mais si vous employez à peu près les deux termes de manière à peu près synonyme, ce n'est pas très, très grave. De plus en plus, ils sont considérés pratiquement comme étant des synonymes. Mais retenons l'idée, stéréotype, représentation caricaturale, préjugé. Lorsque j'intériorise ces fameux stéréotypes-là, on dit que la personne a évidemment des préjugés. Donc, abordons le gros truc sur la notion. On a vu un peu, c'est quoi la notion de race, ça n'existe pas. Il y a une espèce, hein, si on veut, une race humaine qui est composée de diverses populations. On a évoqué un peu les termes, hein, groupe ethnoculturel, groupe racisé, tout ça. On va maintenant s'intéresser sur d'où vient cette notion-là de racisme, comment ça a été construit, cette notion de racisme, qui a fini à faire en sorte que, pour plusieurs, encore aujourd'hui, les races existeraient. Également qu'il y aurait une forme de hiérarchie entre elles. Il ne serait pas étonné que ces gens-là ont tendance à mettre les Blancs au-dessus. Hein, ça a l'air d'être la seule partie qui n'est pas discutable de leur thèse. C'est la notion que les races existent et qu'il y a évidemment les Blancs qui seraient situés au-dessus. Mais il faut voir que ça recule quand même un peu dans le passé. C'est associé à ce qu'on nomme le colonialisme. En gros, c'est quoi la grande colonisation du monde? Eh bien, c'est un phénomène historique particulier dans lequel la majorité de la planète était possédée littéralement par des pays européens. Hein, vous voyez un peu ici la carte. Par exemple, de mémoire, en 1878, de mémoire, les grands pays européens, hein, ici essentiellement l'Angleterre, la France, le Portugal, également l'Espagne, l'Allemagne dans une moindre mesure, la Belgique et l'Italie, se sont essentiellement partagé le monde, mais surtout partagé, l'Afrique. Hein, on dit, l'Afrique, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de valeur à ces endroits-là, c'est des gens qui n'ont pas de capacité militaire pour pouvoir nous opposer. On va se partager ces territoires-là entre nous pour en faire nos propres possessions. Pourquoi? Pouvoir tout simplement exploiter les ressources locales sans avoir à acheter les ressources, évidemment, exploiter les individus sur place au seul profit des grandes métropoles. C'est pour ça que vous ne serez pas étonné, vous allez en Espagne ou au Portugal, vous dites, mon Dieu, c'est donc bien beau, l'Espagne et le Portugal, mais ça a été essentiellement construit grâce, par exemple, dans ce cas-ci, à tout l'or et l'argent qui a été ramené de leurs colonies en Amérique du Sud. Par exemple, ce n'est pas apparu, si on veut, par hasard comme ça.
Également, vous ne serez pas. Ça peut être d'ailleurs la notion de partage de territoire. Vous avez peut-être remarqué qu'au Brésil, ça parle portugais et en Amérique du Sud au complet, ça parle espagnol. Comment ça, cette affaire-là? Mais c'est vraiment une ligne qui a été tracée au début de la découverte, qui a été officialisée par le pape, qui disait de ce côté-là, ça va appartenir au Portugal et de l'autre côté, ça va appartenir à l'Espagne. On est bien compte en regardant la carte que le Portugal a un peu perdu au jeu, dans la mesure où il y avait juste un pays du bord de la ligne. C'est un peu dommage pour eux. Mais retenons un peu l'idée du grand partage du territoire, d'appropriation à la fois des territoires, des individus qui résidaient également des ressources qui étaient sur place. Donc, cette grande époque-là de colonisation a amené une forme d'idéologie qu'on appelle le colonialisme. C'est quoi? Bien, c'est bien beau d'avoir des territoires, mais il faut quand même justifier à nos propres yeux et à notre population pourquoi est-ce qu'on colonise, pourquoi est-ce qu'on vole les ressources. Il faut quand même avoir un discours. Et le discours, c'est celui du colonialisme qui, en gros, justifie l'exploitation des territoires par un empire colonial au seul profit, évidemment, des gens de la métropole et des individus qu'on va avoir installés sur place. Dans chaque endroit, on a installé une élite locale qui était évidemment originaire des pays de la métropole, qui devenaient en quelque part les boss de la place et pouvaient s'approprier l'ensemble des ressources à leur profit et évidemment au profit de la métropole. Mais il faut un discours de justification, parce que si je vous dis, par exemple, mais écoute, Annabelle, je te prends au hasard. Annabelle, toi, je te donne une mission, tu vas en Chine, OK? Puis là, tu vas avoir un village, puis tu peux faire ce que tu veux sur place. Puis évidemment, ben, ça serait bien que tu puisses t'enrichir. Ça serait bien également que tu me renvoies de l'argent à la métropole, au Québec, par exemple. Là, tu dis, ben là, je ne peux pas faire ça. Il me semble que les gens ont une valeur, c'est à eux. Il me semble que ce n'est pas très, très acceptable. Mais le colonialisme, c'est ça. C'est le grand discours de justification, de légitimation du vol de ces ressources-là et de l'exploitation des territoires au nom de la supériorité de certains groupes sociaux sur les autres. Donc, c'est simplement pas juste l'idée de l'exploitation, c'est la construction graduelle d'un discours de légitimation de l'exploitation, tout simplement, des ressources locales au profit des différentes métropoles. Et on va voir un peu que ce grand discours de légitimation-là, c'est essentiellement ça qui construit les discours racistes, les discours de différenciation entre les différents groupes humains, vient essentiellement historiquement de la... je suis en train de tout mélanger mes partages d'écran, je suis désolé. Vient historiquement et culturellement, vient véritablement de ce grand moment où on se pose la question comment justifier, comment légitimer le fait qu'on va sur place s'approprier les ressources locales. Donc, ben, vous ne serez pas étonné d'apprendre également que grande découverte européenne, si on veut, de partir de 1492, c'est accompagné de ce qu'on nomme, par exemple, le commerce triangulaire. Concrètement, comment ça fonctionnait? Les Européens allaient en Afrique s'abreuver d'esclaves, allaient ensuite en Amérique du Sud et en Amérique centrale pour vendre ces esclaves-là, repartir avec les ressources qu'ils avaient sur place, en passant par exemple au sucre, notamment au coton aussi, et aux fourrures en Amérique du Sud, retourner en Europe avec le fameux butin de guerre, quelque part. Donc, on va chercher des esclaves gratuitement en Afrique, on va les vendre en Amérique du Sud. Parce qu'on a installé des individus sur place, on peut, et une administration sur place, on va prendre l'ensemble des ressources et on retourne, si on veut, en Amérique du Nord, en Europe, pour pouvoir profiter de ces fameuses ressources-là. Vous ne serez pas étonné d'apprendre que pour les pays européens, ça a été une période d'enrichissement absolument extraordinaire, évidemment au détriment des populations africaines et d'Amérique du Sud. Je vous rappelle qu'à l'arrivée des Européens, il y avait environ 400 millions d'Autochtones en Amérique. Et 100 ans plus tard, ils étaient environ, les estimations sont difficiles à voir, mais qui étaient environ, 10. Ils étaient ensuite, environ 100 ans plus tard, environ 40 millions maximum. Plusieurs ont été tués, évidemment, par des maladies, mais énormément également par des massacres et des déportations. Donc, ça s'accompagne toujours, si on veut, ces formes d'exploitation-là par un prix énorme à payer pour les populations locales.
La fameuse traite, si on veut, des esclaves entre l'Amérique du Nord et, excusez-moi, entre l'Afrique et l'Amérique au sens large, qui a colonisé éventuellement l'image que ces populations-là, que les États-Unis aujourd'hui, par exemple, se fait de la population noire, elle est quelque part. Comment les images négatives ont été imprégnées? Bien, ça vient quelque part de dire il y a des populations que l'on peut rendre serviles. Ces populations-là ont moins de valeur que vous et que c'est absolument légitime de les exploiter. Ça vient de quelque part, le racisme. Hein? Donc, en quoi est-ce que ça, excusez-moi, j'aurais voulu pas départager, mais ça consiste quand même pendant 400 ans à 12 à 18 millions d'esclaves de l'Afrique qui ont été envoyés vers l'Amérique. Hein, donc, c'est quand même absolument énorme. Et je vous rappelle que le dernier marché aux esclaves a uniquement été fermé en 1920 au Maroc. Hein, donc, ce n'est pas une éternité quand même que ça n'existe plus, ces choses-là. Donc, véritablement, c'est des éléments historiques qui vont alimenter nos représentations sociales, se fondent dans l'histoire, justement, qu'on a vécu comme groupe social. Donc, esclavage qui est associé après à une libération des Noirs aux États-Unis à la suite de la guerre civile aux États-Unis, mais vous savez très bien que c'est accompagné par ce qu'on appelle excusez-moi, le nom m'échappe, la ségrégation, où est-ce qu'on divisait littéralement les individus entre noirs et blancs. Il y a des endroits où les Noirs pouvaient aller, des endroits où les Noirs ne pouvaient pas aller. Hein. Donc, vraiment, une société qui était strictement fondée sur une division de la société en fonction de la couleur de la peau. Donc, aujourd'hui, qu'on voit le grand mouvement Black Lives Matter, ça vient de quelque part. Ça se fonde dans l'histoire. C'est donc construit sur l'héritage colonial et esclavagiste des États-Unis qui a amené cette division profonde-là à l'intérieur du pays. Mais ce qu'on peut voir, donc on a vu un peu historiquement comment ça s'est construit, exploitation coloniale, les industries sur place et tout ça, mais on va voir un peu comment culturellement ça se construit, l'image de l'avantagé et du désavantagé. Le grand problème, si on veut, que vit le fameux colonisateur, celui qui va sur place, celui qui va exploiter, c'est la légitimité. Au nom de quoi est-ce que moi, je peux littéralement exploiter les individus sur place? Je l'avais déjà un peu plus tôt pris avec exemple avec Annabelle que j'envoie en Chine, par exemple, pour une mission d'exploitation. Là, tu te dis, bien, OK, ben là, au nom de quoi est-ce que je peux exploiter les ressources sur place? Hein? Parce que le problème auquel sont confrontés les individus qu'on envoie sur place pour exploiter les populations locales, c'est qu'ils se rendent bien compte que tous mes privilèges, tout ce que j'ai, toute ma belle maison, tout l'argent que j'ai, ça vient de l'exploitation puis de la domination de la population locale. Hein? Donc, c'est un peu le problème avec lequel est confronté l'individu. Lui, c'est le colonisateur. Hein? Donc, il est confronté un peu à ces trucs-là. Il y en a plusieurs qui retournent dans la métropole et disent « Moi, je retourne en France. Je ne suis pas capable de faire ça. Je trouve ça dégueulasse. C'est absolument terrible. » Mais il y a une partie qui va rester sur place. On va les appeler les colonialistes. C'est ceux qui vont s'accepter comme privilégiés non légitimes. En gros, les autres vont dire « Bon, davantage avoir tendance à considérer que c'est légitime. Pourquoi? Parce que la population que j'ai devant moi n'a pas de valeur, hein, est inférieure à la mienne. » Comment ça va se manifester, hein, l'agressivité du colonialiste? Ben, c'est d'une part de falsifier l'histoire. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu, dans ça m'étonne, je vais faire une petite parenthèse là, ici, dans vos cours d'histoire, est-ce que vous avez eu d'autres perspectives que celles des Québécois sur la relation, par exemple, avec l'Afrique, la colonisation et tout ça, et le rapport avec les Autochtones? Est-ce que vous avez déjà eu l'histoire du Québec selon les Autochtones? Je ne vous accuse pas, ce n'est pas de votre faute, c'est les cours d'histoire qu'on vous a donnés. Là. Moi, qu'est-ce que j'avais comme cours d'histoire au secondaire? C'était essentiellement, j'avais quasiment, je fais caricature, hein? Les Canadiens français, ils étaient gentils, ils sont venus sur place en toute amitié. Hein? Et il y avait les gentils puis les méchants. Les Algonquins, c'était les gentils, puis les Iroquois, c'était les méchants. Hein? C'était à peu près l'image très caricaturale que j'ai retenue de mes cours d'histoire. Mais c'est un peu ça l'idée, hein, que va faire un groupe qui est dominant sur un territoire conquis, va vouloir modifier l'histoire, falsifier l'histoire, transformer tous ces petits faits historiques comme étant des hauts faits d'armes et de considérer le groupe en face de nous comme étant, là je vous rappelle les bons vieux termes avec lesquels on appelait les Autochtones à l'époque, des sauvages, des gens qui n'ont pas de valeur, des gens qui vivaient dans la nature, qui n'avaient pas vraiment une culture particulièrement intéressante.
Autre élément après avoir falsifié l'histoire, et c'est également, mini parenthèse, il y a tout un mouvement en histoire qu'on appelle les études postcoloniales, où les pays, par exemple, africains se réapproprient leur histoire, écrivent leur histoire en fonction de leur propre point de vue et non pas en fonction des pays colonisateurs, comme la France, par exemple, qui a écrit l'histoire, par exemple, les Marocains, les Algériens, ça, apprenaient l'histoire, leur histoire de leur pays, en fonction des historiens français. Donc, vous voyez un peu l'espèce de violence qui est faite à ces individus. Également, ils vont mettre des statues. On aime ça, mettre des statues partout. Donc, vous allez voir, dans les pays qui sont colonisés, on va justement mettre des statues, des grands vainqueurs. Comme au Québec, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il y a beaucoup de statues, par exemple, de Wolfe, des statues de Amherst, dans le nom des rues également. Dans pratiquement, je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais il y a beaucoup de noms, si on veut, de rues qui viennent des vainqueurs britanniques dans nos différentes villes au Québec. Pourquoi? Il faut instaurer dans la tête des individus, si on veut, la notion que les Britanniques ont gagné. Aux États-Unis, comment ça se manifeste? Dans les États du Sud, ils ont mis par exemple, des statuts de sudistes et d'esclavagistes. Bien évidemment, pour les populations noires qui habitent là sur place, ils disent, moi, je vais au parc avec mon enfant, puis je vois toujours une statue d'un grand esclavagiste. Effectivement, ça peut poser problème. C'est pour ça que le mouvement Black Lives Matter, vous avez sûrement vu aux États-Unis, est accompagné par du déboulonnage de statues. Ça veut dire une forme de violence qu'on appelle symbolique. Elle ne tue pas directement, mais elle colonise les esprits, qui vise à dire, voici votre place, voici la nôtre, nous avons des statuts et évidemment, vous n'avez pas de statut, ça va de soi. Donc, avoir tendance à changer l'histoire, à construire des statuts, à changer le nom des parcs, le but, c'est vraiment d'éteindre les mémoires. Au Canada, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a fait, par exemple, pendant longtemps, était véhiculé, par exemple, pour les Québécois qui étaient nés pour un petit pain, l'espèce d'expression un peu classique. Il est là quelque part, puis là, c'est moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, que les Québécois avaient moins, si on veut, de valeur, que les Anglais avaient moins de culture, moins d'intelligence, c'était quand même pratiquement vrai jusqu'à la Révolution tranquille. Mais on a fait la même chose avec les Autochtones. Les pensionnats autochtones, c'était pourquoi? C'était de tuer l'Indien dans l'enfant. Le but étant vraiment que la culture autochtone disparaisse et qu'ils deviennent de gentils petits Britanniques. Donc, il y a vraiment ce rapport-là, si on veut, du colonisateur qui veut, pour se convaincre lui-même et les autres de sa légitimité, détruire, falsifier la culture qui est devant lui. Également, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va aussi également construire l'autre comme étant un sauvage, va essayer d'évaluer sa culture, sa nourriture, ses codes de conduite, ses croyances. On va toujours le considérer comme ayant beaucoup moins de valeur. Les Français, par exemple, ont fait ça en Afrique, comme les Britanniques également, et même chose en Asie. On avait vu un peu le cours sur la culture. L'espèce de rite des dents noires a été interdit par les autorités britanniques qui considéraient ça comme étant un geste absolument sauvage et barbare. Donc, il faut toujours un peu retenir que la manière par laquelle on conçoit les autres cultures avec lesquelles on peut interagir au quotidien s'inscrit dans l'histoire, s'inscrit dans des rapports de domination les uns avec les autres. Quelques exemples, par exemple, eh bien, pendant longtemps, en sciences naturelles, il y avait toute une science de l'anthropologie qui visait à catégoriser les groupes humains. Donc, c'est par exemple Gobineau essaie sur l'inégalité des races humaines, mais également le français Linné également a fait la même chose, de dire, bien, on va prendre les visages humains quelque part, on va les mettre tout ensemble dans un livre et on va faire une forme de catégorisation. Vous voyez ici, on a pris pour les Blancs l'espèce d'image un peu cliché des statues grecques, qu'il n'y a personne qui ressemble à ça, vous en conviendrez bien. On a également l'espèce de singe entre les deux, et longtemps a été placé le noir comme étant le chaînon manquant. Justifier l'entreprise coloniale, justifier l'exploitation de l'Afrique en disant, voyez-vous, ils ont moins de valeur que nous, ils sont moins humains à quelque part. Donc, les Blancs, il est absolument légitime à ce moment-là de les exploiter. La même chose avec l'image juste à côté. Donc, on a encore une fois cette gradation entre hommes blancs, c'est les hommes ici, vous voyez que les femmes sont totalement absentes, entre hommes blancs et le singe. Entre les deux, on plaçait tous les différents groupes humains. Toujours dans l'idée que les Blancs étaient au sommet, c'était eux qui écrivaient les livres à l'époque, pour ce qui est de la science de l'anthropologie et de la biologie à l'époque. Donc, à ce moment-là, on voit qu'en science,
absolument une volonté, et même inconsciente, hein, de légitimer absolument l'état de fait. Même chose avec les guides, les livres en France, par exemple, ici jusqu'en 1930, on apprenait qu'il y avait des races rouges, des races noires, des races jaunes, des races blanches, hein, et qu'il y avait chacun une valeur. Il y avait des caractéristiques associées à ces différentes races-là qui appelaient à l'époque, et vous ne serez pas étonné d'apprendre que les Blancs avaient juste des qualités, et l'ensemble des autres groupes sociaux avaient évidemment des défauts. Donc, ça légitimait un peu cette notion-là. Également, en Europe, mais surtout en Angleterre et en France, il y avait ce qu'on appelait des jardins zoologiques. À quoi ça ressemble, des jardins zoologiques? C'est des zoos humains. Hein, des zoos humains où on exposait les individus issus des différentes colonies dans leur milieu naturel. Hein, vous voyez un peu l'idée. Et les gens, hein, ça c'est l'exposition universelle de Paris en 1904 de mémoire. Et il y avait littéralement les individus issus des colonies qui vivaient dans leur milieu dit naturel, hein, et que les individus, maintenant, les citoyens, hein, venaient voir par curiosité, à quelque part, pour dire qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Voyons, c'est un peu étonnant. Et au point de vue politique, ça servait également de justification. Regardez, ceux qui veulent donner le droit aux Africains à l'autodétermination, à se diriger par eux-mêmes, regardez, là, ils jouent dans l'eau, ils jouent dans la boue, ça n'a absolument aucun sens. Hein? Donc, c'est un peu ce que je vous ai amené, l'idée qu'on a vraiment véritablement une construction de l'autre, une construction, par exemple, pour ce qui est d'Autochtones au Canada, d'une construction du sauvage menaçant, si on veut, qui n'a pas de culture ni de civilisation propre. C'est un long travail qu'on a malencontreusement, quelque part, intériorisé. Hein? Ça vient de quelque part, l'image, si on veut, du jeune homme noir et du jeune arabe comme étant une menace. Ça vient de l'histoire, ça s'inscrit dans cette idée-là du colonialisme. Hein? Encore une fois, ici, on voit comment ça doit être sympathique pour cette dame-là d'être l'autre bord du grillage. On a vraiment ici le « nous », hein? Ici, on a le groupe des Blancs, et le « eux », hein? L'individu, si on veut, qui n'a pas vraiment de valeur et qu'on peut évidemment exploiter, mépriser et dominer. Regardez, on n'est pas arrivé au même stade de développement de l'humanité. Hein? Donc, c'est graduel. Hein? On voit un peu qu'on n'est plus, je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce serait acceptable, vous en conviendrez. Mais pendant longtemps, hein, c'est une pratique qui était assez répandue, mais que ça a quand même colonisé notre imaginaire, nos représentations sociales de ces différents groupes-là. Plus près de nous, hein, on a encore une fois des images qui sont quand même gênantes. Hein. Vous connaissez Tintin, hein, je pense que de nom, du moins, ça va. Avez-vous lu Tintin au Congo? Non? Vous ne serez pas étonné. D'apprendre que Tintin au Congo, c'est absolument terrible. Tintin, et je ne le connaissais pas comme ça, Tintin est un gros raciste, sachez-le. Tintin au Congo, c'est-à-dire que Tintin est écrit par Hergé. Hergé, c'est un Belge. À cette époque-là, la Belgique possédait le Congo, à eux, tout simplement. Hein, le Congo leur appartenait. Exploitation locale des arbres à caoutchouc. Avant l'invention du caoutchouc comme produit synthétique, on le faisait à partir d'une sorte d'arbre, une sorte de sève qui sortait des arbres. Sachez que l'exploitation du caoutchouc au Congo a coûté la vie environ à 10 millions de Congolais. Hein, simplement par sévices corporels, malnutrition, et bon, littéralement mis en esclavage. Et c'est relayé même dans les bandes dessinées. Hein. Tintin au Congo, c'est écrit environ dans les années 40. Il dit des choses absolument terribles. Hein. Ils ne sont pas futés, c'est inséré ici le mot en N. Tintin est un gros raciste dans Tintin au Congo. Donc, ça a été lu par une quantité absolument énorme d'individus, si on veut, qui ont lu Tintin, puis eux, Tintin est une bande dessinée, puis Tintin, il n'est pas méchant, il doit avoir un petit peu raison. Et évidemment, ça a été réédité. Hein? Ils ont changé la version. Tintin est beaucoup moins raciste dans la version qu'on peut se procurer aujourd'hui. Et également, vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'on a toujours cette image très stéréotypée, j'aurais pu la mettre plus grande, hein, mais du jeune homme noir qui est très, très noir avec les grandes lèvres rouges et les grands yeux blancs un peu étonnés, un peu toujours. L'image stéréotypée ici qui était véhiculée par Tintin au Congo. Tintin en Amérique, la même chose. Hein? Tintin en Amérique, le grand problème de Tintin, c'est qu'il se fait toujours attraper par des individus qu'il nomme des sauvages. Et ces sauvages-là ne veulent qu'une chose, mettre Tintin autour d'un poteau de torture. Hein? Vous avez déjà vu vos anciens films de western. Est-ce qu'il y en a un seulement où les Autochtones avaient une quelconque valeur, n'étaient pas un ennemi, hein, viscéralement un ennemi?
ça n'existe pratiquement pas. Récemment, un peu plus, mais pendant longtemps, nos parents ont été alimentés par une image du fameux sauvage qui était menaçant. Hein? Ils ne les appelaient pas non plus des Autochtones, vous ne serez pas étonnés. Également, de manière plus récente, dans l'image très caricaturale, vous avez sûrement écouté Les Simpsons avec Apu. Qu'est-ce que fait Apu dans Les Simpsons? A 8 enfants, sa femme est littéralement soumise à Apu, il a un dépanneur. Hein? Donc, on voit un peu même dans les choses absolument innocentes, ça a l'air absolument bête. C'est pas grave, ça, franchement, c'est juste une bande dessinée. Mais c'est de cette manière-là, si on veut que les images caricaturales et stéréotypées parviennent à nos esprits, viennent alimenter l'image qu'on se fait des différents groupes sociaux. Encore une fois, la même chose, on a un peu passé de manière un peu étonnante pour les pays arabes, où on avait un peu Mille et une nuits, Aladdin, tout ça, hein, jusqu'à avant 2000. Et depuis les attentats du 11 septembre, haute lecture, littéralement. Hein, c'est assez rare de voir dans les films, surtout dans les films d'action, les individus arabes comme étant des gentils. Hein, c'est toujours étant l'ennemi. Ces temps-ci, j'écoute énormément de films Netflix, tous les films d'action qui se passent un peu partout. L'ennemi, c'est l'arabe. Hein? L'ennemi, c'est le musulman, comme ça peut être le russe dans les années 70, par exemple. Donc, on a un peu à travers les films, on véhicule, si on veut, des ennemis hein, qui sont littéralement toujours construits de manière particulièrement caricaturale. Donc, on peut continuer un peu également la même chose avec l'Amérique du Sud, hein, qui est en gros à peu près considéré comme étant un repère de narcotrafiquants plus que d'autres choses, hein, et souvent associé absolument à la pauvreté également. Donc, on voit un peu comment que le cinéma participe, même involontairement, à la diffusion des stéréotypes et des caricatures. Le Japon, pendant longtemps également, un peu la même chose, tout comme les Juifs, hein, à travers les récits, si on veut, étaient construits comme étant un peuple absolument menaçant qui souhaitait contrôler l'entièreté de la planète. Pour ce qui est des Autochtones au Canada, du moins, on alterne un peu entre les deux. Hein. On a un peu moins l'image du combattant sanguinaire qui veut scalper les honnêtes habitants hein, qui viennent sur place. Et aujourd'hui, on alterne un peu de l'autre côté, hein, quelque part, hein, du gentil sauvage, entre gros guillemets, qui aurait des médecines traditionnelles, accès à un savoir perdu, un peu tout ça. On alterne un peu entre le méchant sauvage et le gentil sauvage. Hein. Je prends le terme, évidemment, pour choquer un peu votre esprit. Donc, on alterne un peu entre les deux. Hein. Et aujourd'hui, même, on se demande, il y a des individus dans mon entourage qui me disaient, mais là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Autochtones, s'ils veulent avoir leurs droits, mais qu'ils retournent vivre dans leurs réserves avec leur médecine traditionnelle, pourquoi est-ce qu'ils ont des pick-up et tout ça? On voit un peu qu'on passe à côté du sujet. Toutes les cultures, évidemment, varient avec le temps. Oui, j'ai une question de Lisiane. Ben, c'est pas vraiment une question, là, c'est plus un commentaire. Ce que je trouve drôle, c'est que les Arabes, ils veulent pas qu'on les perçoive comme des méchants, mais c'est quand même eux qui acceptent les rôles dans les films de guerre. C'est toujours embêtant, ça, parce que, en même temps, mets-toi à la place d'un comédien qui veut gagner sa vie, tu vas accepter le rôle, tu sais. Il faut quand même distinguer des individus qui acceptent de participer à des films, puis les répercussions que ça a sur l'ensemble d'une communauté. Hein? C'est ça qui est un peu embêtant. Ouais. Et même que pendant longtemps, qu'est-ce qu'on faisait au cinéma? On appelait ça le whitewashing, hein, le laver blanc, un peu plus blanc que blanc, où est-ce que même actuellement les personnages principaux qui sont supposés être issus des individus de l'université culturelle sont joués par des Blancs, par exemple. Hein, ça arrive encore relativement souvent. Par exemple, là, ça se fait un peu moins parce que c'est assez mal vu. Là. Moi, on a tendance à blanchir, à quelque part, les acteurs, ce qui est, encore une fois, particulièrement problématique pour ces individus. Revenons un peu sur le cas des Autochtones. On a un peu évoqué un peu hein, la notion des pensionnats. Le Canada a une très belle image d'elle-même, mais cette pratique-là a été considérée comme un génocide culturel par l'ONU. Hein, c'est-à-dire pratique consistant à au nom d'une image, puis il y avait quand même du monde ici, on a quand même pris leur territoire à ces individus-là. Et pensionnats autochtones qui ont eu lieu environ jusqu'en 1980 hein, dans l'ouest du Canada, où essentiellement les individus passaient 10 mois sur place. Ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur langue, leurs coutumes. On leur apprenait l'anglais et à devenir de bons petits
excusez-moi, de bons petits chrétiens. Hein. J'ai déjà montré l'image dans un des derniers cours, mais on a un jeune autochtone avant et après. Le but étant de tuer l'Indien dans l'enfance. C'était écrit noir sur blanc dans la documentation de l'époque. Donc, on a un peu l'idée. Les Autochtones, ce n'est pas une culture qui mérite, si on veut, d'être vue, d'être vécue également et qui n'a pas nécessairement sa place. On veut les assimiler, faire disparaître totalement les Autochtones. Mais essentiellement, pendant longtemps, hein, ça a été un travail de légitimation de l'exploitation de ces individus-là. On voit encore, ici, j'ai oublié, c'est le nom de la communauté autochtone en Ontario. On a un peu l'image qu'ils sont tellement bien, on leur paye tout, ils sont tellement heureux là-bas, puis voilà. C'est des conditions le plus souvent assez déplorables et qu'il y a énormément de communautés autochtones au Canada qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable aujourd'hui. Donc, la manière par laquelle on les traite, c'est absolument problématique. Et de l'autre bord, hein, de plus en plus, je remarque un truc sur Netflix en particulier, une idéalisation du passé des Blancs, où est-ce qu'ils passent par essentiellement la mise en scène des chevaliers et des Vikings qui n'ont peu ou pas de défauts. Hein. C'est toujours ça qui est étonnant, comment c'est très, très dichotomique, hein, où est-ce que les autres peuples sont un peu dangereux, un peu menaçants et tout ça. Mais quand nous, on se met en scène, on a généralement peu ou pas de défauts à travers le cinéma. De l'autre côté, j'ai parlé un peu de l'image que le colonisateur, lui, les groupes dominants voulaient diminuer, si on veut, l'estime que pouvait avoir, l'image positive que pourrait avoir la communauté en question. Mais le problème pour le colonisé, hein, celui qui est dominé culturellement, c'est qu'il va avoir tendance à intérioriser le discours dégradant, même déshumanisant que le colonisateur va porter sur lui. Hein. Donc, il va commencer à... C'est assez triste d'ailleurs de voir ça dans les différents endroits colonisés, mais là, on voit que ça change un peu hein, avec le mouvement de réappropriation de sa culture à travers les anciennes colonies, mais pendant longtemps, c'est simplement l'idée que, gars, si je suis méprisé en tant que, par exemple, en tant que Marocain ou en tant qu'Algérien, je vais essayer de devenir un Français. Hein. Donc, c'est un peu ça qui est assez triste, qu'on peut voir au point de vue culturel, c'est l'intériorisation de l'image négative qui est portée sur eux-mêmes. Ça se manifeste de plusieurs manières. Par exemple, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, mais pendant longtemps, il y avait la notion de bad hair. En gros, si vous regardez les films d'avant les années 2010 à peu près, toutes les Afro-américaines ont toutes les beaux cheveux lisses. Hein? Non pas le cheveu, si on veut, naturel des Afro-Américains. Donc, il y avait une expression aux États-Unis, l'expression bad hair, qui est littéralement l'idée de mauvais cheveux qui était associée aux cheveux des Afro-Américains. Donc, une tendance à ce moment-là de vraiment se lisser les cheveux, d'avoir des cheveux de blanc, littéralement. En Asie, ça se retrouve, mais également en Afrique aussi, la notion de produits blanchissants de la peau. Hein, j'étais très, très surpris en Thaïlande. D'ailleurs, en Thaïlande, quand je me promène un peu partout, c'est d'ailleurs vrai en Asie, tous les produits de beauté, qu'est-ce que sur les images, c'est soit des Japonaises, soit des Thaïlandaises qui ont le teint très, 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 très pâle, hein, on parle de colorisme encore, ou sinon des Européennes. Et il y a énormément de produits de blanchiment de la peau. Hein. Le blanc était considéré comme ayant plus de valeur en raison du colorisme. Eh bien, c'est vendu absolument partout. Hein. Moi, j'ai fait même l'erreur. Je pensais que dans une genre pharmacie, je pensais que je m'achetais de la crème solaire. Finalement, c'était un produit blanchissant que je voulais acheter. J'avais l'air sûrement d'un gros raciste selon la caissière. Mais j'ai tout perdu mon bronzage en une semaine, absolument dégoûté. Mais c'est un produit, encore une fois, des produits qui sont vraiment répandus et qui sont publicisés là, vraiment à grand renfort de publicité. Donc, encore une fois, une autre manière, si on veut, de se blanchir littéralement la peau. Il y avait un filtre WhatsApp, j'ai oublié c'était quoi le nom, mais qui a été supprimé depuis, qui était supposé vous rendre plus joli, plus agréable. Et on se rendait compte encore qu'il te blanchissait. Hein, c'est-à-dire que les Afro-Américains voyaient que leur peau devenait plus blanche, leur nez était plus mince. Donc, véritablement, si on veut, une tendance à vouloir... comment dire ça, à faire en sorte que, dans le fond, je vais dire clairement, hein, que le modèle de beauté et de perfection ressemblait énormément à celui de l'Européen. Dans les images un peu plus rigolotes, vous serez étonné, vous serez pas étonné de voir, moi, l'image que j'avais de Jésus de Nazareth quand j'étais petit, c'était un homme blanc qui avait les yeux bleus. Jésus, s'il a existé, hein, vient de la Palestine. Jésus ressemble énormément à un Palestinien d'aujourd'hui. Mais même longtemps, on a eu cette image-là hein, qui était véhiculée beaucoup d'ailleurs aux États-Unis,
qui ont même blanchi la peau de Jésus. Hein. Jésus ne saurait être un arabe, ça serait absolument intolérable. Donc, par rapport à l'esthétisme, c'en est une chose, mais également de l'autre côté, par rapport à l'éducation. Dans l'ensemble des anciennes colonies françaises, on a installé le système d'école française, de lycée français, où c'est assez étonnant. Moi, j'ai une amie qui vient de Turquie, une amie qui vient du Madagascar. Les deux sont allés dans le lycée français, ont appris l'histoire française, ils n'ont pas appris l'histoire, la Turquie un peu plus, mais de Madagascar, n'ont aucune idée de l'histoire du Madagascar, mais appris absolument l'histoire de France, et les deux ont un gros accent français. Hein. Ça, c'est une autre forme, si on veut, hein, de domination entre les groupes culturels. L'idée qu'ont plusieurs Québécois pensent que le parler français québécois est moins joli que le parler français de Paris. Hein? C'est notre image, on veut d'intérioriser l'image négative qu'un groupe socialement, culturellement dominant peut avoir sur nous-mêmes. Ça a passé pour beaucoup par les lycées français, ici davantage dans l'imaginaire collectif. Et également, l'Académie française participe à ça, hein, le travail d'uniformisation-là, d'enlever en quelque part hein, les différences régionales dans le parler français pour imposer un parler parisien un peu partout sur la planète. Hein? Donc, on a un peu cette idée-là, hein, d'où vient, on parle de racisme, ben oui, discrimination, stigmatisation, on sait que ce n'est pas bien, mais d'où vient, ben, ça provient de l'histoire, c'est des dynamiques sociales, des dynamiques culturelles, et c'est des dynamiques également, groupes dominants et groupes dominés, groupes dominants qui essaient absolument, hein, si on veut, de détruire hein, l'image positive que pourrait avoir le groupe dominé de lui-même, et de l'autre côté, le groupe dominé d'avoir tendance à s'approprier le discours négatif fait sur leur propre culture. Donc, il y avait ça là, hein, donc les produits blanchissants vont heureusement disparaître chez L'Oréal. Je pense que ça fait environ 2 ans hein, qu'il y avait des produits appelés White Perfect. On ne peut pas faire plus précis que ça, hein, comme indication qu'une couleur de peau plus foncée, ça pose un peu de problème. Le grand mouvement aux États-Unis, par exemple, Black is Beautiful, a énormément porté l'idée que les Afro-Américains, les cheveux afro-américains, la peau des Afro-Américains, aussi belle hein, que celle des Blancs. Hein. Donc, vraiment une idée d'une réappropriation des codes esthétiques ici valorisés chez les Afro-Canadiens. Donc, un peu cette notion-là, mais comment ça se représente ici? Je ne vais pas tout vous lire, c'est des exemples hein, qui sont mis. Ben, vous avez sûrement entendu parler de la notion de racisme systémique, par exemple, hein, dans les trucs. Là, il y a une confusion qui est volontairement entretenue par les acteurs politiques pour dire racisme systématique. Ça ne veut pas dire racisme systémique, ça ne veut pas dire que tous les Québécois sont racistes. Ça n'a jamais voulu dire ça. Ça veut simplement dire que même inconsciemment, il y a des lois, des règles, des manières de procéder qui sont discriminatoires envers des groupes plutôt que d'autres. Donc, c'est le racisme du système. Ce n'est pas que tout le système est raciste, c'est-à-dire qu'il y a des lois, des politiques, des pratiques qui ont été adoptées sans même penser aux caractéristiques des différents groupes culturels, mais qui peut avoir véritablement des formes de discrimination envers ces individus-là. Hein. Donc, bon, il y a eu quelques exemples, mais on peut voir, par exemple, que on peut voir concrètement que, par exemple, le code de conduite du policier, de la manière par laquelle il apprend à considérer un individu comme étant plus menaçant qu'un autre, on voyait que systématiquement, ceux qui ressortaient du lot d'une procédure qui a l'air juste formelle, hein, juste comme, non, on regarde cet élément, cet élément, cet élément-là, on se rendait compte que, chez ces individus-là, les personnes noires et autochtones se faisaient interpeller jusqu'à 4 et 5 fois plus souvent que les personnes blanches. Hein. Et là, c'est important à souligner, ce n'est pas qu'ils commettent plus de crimes, ça pourrait représenter un peu cet élément-là. C'est-à-dire que c'est une de mes amies qui a fait l'étude en collaboration avec les forces policières. Les statistiques viennent d'interpellations qui n'ont pas amené à des arrestations et à des constats d'infraction. Donc, c'est vraiment juste des interpellations de routine, 4 à 5 fois plus souvent chez les Noirs et les Autochtones que les personnes blanches. Et les femmes autochtones, elles, 11 fois plus de chances que les autres personnes à l'intérieur de la population. Donc, on voit que j'ai les mêmes règles, les mêmes normes sur l'ensemble de la population pour dire qu'est-ce qui est un danger, qu'est-ce qui n'est pas un danger, mais on voit que dans les faits, étaient systématiquement considérés comme étant plus menaçants les individus issus de différentes minorités culturelles. Également, on peut voir que dans le milieu de l'emploi, par exemple, le taux de chômage est 3 fois plus élevé chez la population immigrante.
population qui possède un baccalauréat, hein, donc on ne peut pas dire parce qu'ils n'ont pas d'études, versus la population en général. Donc, il y a quelque chose comme, on dit qu'il n'y a pas de racisme au Québec. Les statistiques nous disent quand même le contraire. Également, dans la région de Montréal, les personnes qui ont un nom à consonance franco-québécoise, hein, les Brières, les Deschamps, les Desrosiers, ont 60 plus de chances de décrocher un entretien d'embauche qu'un nom africain, arabe ou latino-américain. En gros, ben, si je vois sur un CV qui s'est écrit, je ne sais pas, mettons, un nom de famille Ismaël, je vais faire non, je ne le prendrai pas, je vais prendre un autre nom, ce qui amène malheureusement beaucoup de personnes issues de la diversité culturelle à changer leur nom sur leur CV pour au moins la chance d'être discriminé lors de l'entrevue d'embauche, hein, au moins pas directement même avant l'embauche. Hein, j'ai évidemment sarcastique ici, mais quand même, ça pose évidemment problème. Donc, également, professionnel, directement dans les diplômes et tout ça, la discrimination à l'embauche a davantage tendance à toucher les personnes issues, encore une fois, de l'immigration. Et sachez que j'ai vécu la situation en sociologie sur un comité de recrutement de profs de sociologie. On est quand même supposé être ceux de gauche qui comprennent ces choses-là. Mais on a des individus, je suis sur plusieurs comités de sélection des professeurs pour une raison X, ce n'est pas important. Donc, puis je vois que systématiquement, ben, les noms à consonance, tu vois que le nom dessus. Puis là, tu vois, ah, mais je ne suis pas raciste, je ne vais pas discriminer sur le nom, je vais discriminer sur le parcours académique. Ah, mais là, je ne suis pas sûr que le diplôme va être reconnu, je ne suis pas certain que ces universités-là, c'est des bonnes universités. Donc, on ne discrimine pas sur le nom lui-même, mais sur le parcours académique des individus. Donc, c'est pas, si on veut, c'est une autre manière de discriminer qui a l'air formelle. Je ne discrimine pas le nom des individus. Je vais seulement discriminer les études que les gens font et systématiquement les universités hein, qui ne sont pas nord-américaines ou européennes, si on veut, surtout françaises et anglaises, étaient considérées comme ayant moins de valeur, donc on avait moins à engager ces individus-là. Et même pas les engager, hein, juste à les mettre, à les interviewer lors d'une entrevue d'embauche. Nous, mois sociaux, ben, on a dit, ben, ça serait peut-être le fun qu'à concurrent égal, ben, on prenne peut-être plus une femme, puis peut-être plus quelqu'un issu de l'immigration, parce qu'on sait que systématiquement, ces individus-là sont discriminés, mais ce n'est pas l'ensemble des disciplines, malheureusement, qui ont la même approche en la matière. Donc, aussi, bon, il y a quelques statistiques, hein, puis je finis bientôt, hein, j'ai un gros 10 minutes, puis j'ai terminé. Je sais que le cours est un peu plus lourd aujourd'hui. La première graphique ici, ça montre les immigrants selon la catégorie hein, de l'immigration, mettons l'immigration économique et regroupement, peut-être moins intéressant, j'en ai un peut-être plus intéressant. Donc ici, on voit que le deuxième diplôme, excusez-moi, le deuxième graphique, celui donc du milieu, on voit que par exemple, ici, bon, toi, je prends le dernier universitaire et tout ça. Là. Bon, en noir, c'est les hommes immigrants. Ensuite, j'ai les femmes immigrantes. Les deux derniers petits bâtons, c'est les non-immigrants. Qu'est-ce qu'on voit dans les différentes catégories, hein, diplôme, études secondaires, DEP, cégep, baccalauréat et grade universitaire? C'est que presque systématiquement, on voit que les immigrants ont davantage tendance à avoir des diplômes. Hein. Ça veut dire dans la dernière catégorie, on voit que c'est assez flagrant, hein, immigrants versus non-immigrants. Ils ont davantage de diplômes que les non-québécois. Hein. Pourquoi? Parce que la majorité de l'immigration n'est pas l'immigration qu'on nomme humanitaire. Hein. On a l'impression qu'on fait venir toutes les défavorisés. C'est absolument faux. C'est l'immigration économique. Des gens doivent avoir des diplômes en demande au Québec pour être admis. Là, tu dis, ben là, c'est bon, j'ai un diplôme, c'est en demande, je vais me trouver une job. C'est sûr, je vais me trouver une job, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qu'on voit dans les faits? C'est que si je regarde mes statistiques, ben, le taux de chômage des immigrants hein, est beaucoup, la population née au Canada, c'est le pointillé. Donc, une population globalement ayant moins de diplômes finit néanmoins à avoir plus d'emplois que la population qui est plus diplômée. Donc, c'est un peu ça qui est embêtant, c'est-à-dire que ben, même s'ils ont des diplômes, les gens issus de l'immigration, il y a quelque chose qui, dans le fond, il y a quelque chose qui doit expliquer le fait que deux individus qui ont des diplômes n'ont pas accès aux mêmes emplois. Il doit y avoir quelque chose comme une forme de racisme, de discrimination, de stigmatisation de ces individus qui doit expliquer la différence entre mes deux fameuses droites ici sur mon graphique.
Si on regarde au Québec, là, c'est là que ça devient vraiment gênant pour le Québec. Au Québec, on se targue, on n'est pas raciste au Québec, on est vraiment... Là, c'est un petit peu gênant. Le tableau du milieu, taux d'emploi chez les immigrants et les natifs du Canada âgés de 25 à 54 ans par province. Eh bien, les immigrants, c'est la petite barre pâle et la barre foncée, c'est les personnes qui sont nées au Canada. Qui est en emploi? Mettons, région de l'Atlantique, mettons, bon, j'ai 77 des immigrants versus 78 Tu sais, les barres sont un petit peu proches, mais on voit malheureusement qu'au Québec, et en Saskatchewan d'ailleurs, mais au Québec, c'est assez flagrant. Regardez la différence entre les deux bandes. On a une différence ici de près de 12 de pourcentage de taux d'emploi entre immigrants et non-immigrants. Comment on peut s'expliquer ça? Ben, c'est quand même, malheureusement, il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte qu'on n'embauche pas ces individus-là, ce qui, évidemment, pose problème. Autre petit tableau ici, ben, j'ai population immigrante versus ensemble de la population. Ben, j'ai mon taux d'emploi ici chez les femmes à 51 taux d'emploi de 61 chez les hommes de la population immigrante, mais on voit quand même ici des valeurs un peu supérieures, si on veut, chez l'ensemble de la population, mais qui intègre quand même les personnes immigrantes. Donc, encore une fois, être immigrant semble poser problème au point de vue de l'accès à l'emploi. Puis vous savez, accès à l'emploi égale accès au logement, égale également conditions favorables pour leurs enfants également de se développer dans un contexte favorisé. Donc, j'ai un ensemble de statistiques comme ça qui est quand même particulièrement gênante. Le racisme, c'est bien de dire que c'est mal. C'est une autre chose de dire que ça existe peu au Canada, mais statistiquement, on rend bien compte qu'il y a des conséquences absolument concrètes. Par rapport, par exemple, aux forces policières. Qu'est-ce que peut expliquer, par exemple, on parle un peu plutôt de profilage racial des forces policières, par exemple, surtout à Montréal, ici. Mais on peut s'intéresser à quelle est la composition des forces policières. Il y a quand même plus de chances que quelqu'un qui vient, si on veut, une personne blanche qui n'a dans son entourage que des personnes blanches soit un peu moins susceptible de considérer les autres comme n'étant pas une menace, par exemple. À Montréal, 8 seulement des policiers sont issus de groupes dits racisés, alors qu'ils représentent quand même 33 de la population de Montréal. Et à Toronto et Vancouver, c'est quand même 25 des policiers qui sont issus de groupes dits racisés. Donc, on voit un peu quelque part que la police de Montréal, elle est très, très blanche. Et à quelque part, ça peut possiblement expliquer, pas parce qu'ils sont blancs, mais parce qu'ils ne sont pas absolument confrontés à des gens issus de la diversité culturelle dans leur quotidien. Et plus on s'éloigne de Montréal, plus la police est blanche. Longueuil, 3,6 de population issue des groupes racisés. À Laval, 2,7 Dans la SQ, seulement 1,8 des policiers sont issus de groupes racisés. Et dans la ville de Québec, 0,2 de gens issus de groupes racisés dans la police de Québec. Donc, quand même, ça pose quand même nécessairement problème. Et le coordonnateur des programmes de technique policière au cégep anglophone de John Abbott, lui, soulignait que le problème avec le SPVM, la police de Montréal, c'est que les stratégies d'embauche et de communication sont uniquement pensées par et pour éventuellement par des francophones blancs de souche. C'est des blancs de souche qui sont partout, qui pensent leur stratégie de recrutement en fonction de, par exemple, je vais aller sur les réseaux où est-ce que les gens vont habituellement, mais n'ont absolument pas même connaissance qu'il y a des gens issus de groupes racisés qui habitent à Montréal. Donc, ça pourrait expliquer en partie pourquoi est-ce qu'il y a autant d'interpellations versus la population ordinaire chez les groupes racisés par les forces policières à Montréal, par exemple. Et d'ailleurs, petite diapo, après je vous laisse, je sais que le cours était long. Et c'est là un peu qu'on peut regarder, on a vu un peu le cours sur les identités, on a vu le dernier cours sur la socialisation genrée, on voit un peu le cours aussi sur la diversité ethnique et culturelle. Mais une perspective qui est intéressante pour regarder ça, c'est la perspective qu'on appelle intersectionnelle. En gros, on n'a pas une seule identité, on est composé de plusieurs identités sociales et à l'intérieur de nous-mêmes, on peut avoir plusieurs identités sociales qui sont plus ou moins socialement valorisées. Par exemple, c'est-à-dire qu'on peut, si on est une femme autochtone atteinte de problèmes de santé mentale
en situation de handicap, on a 4 formes d'identité sociale qui peut être potentiellement stigmatisée. Hein. Donc, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder toutes les identités sociales en silo, il faut regarder ensemble ces différentes identités sociales-là, à quel point que les différentes discriminations ne font pas juste s'additionner, elles se multiplient les unes avec les autres. Donc, on est encore plus dans le trouble, à quelque part, quand on multiplie les identités sociales qui sont socialement moins valorisées à l'intérieur d'une société. Hein. Donc, c'est un peu l'idée qu'être de couleur dans une société blanche, pauvre dans une société de consommation, en situation de handicap dans une société de personnes valides et une personne autochtone dans un territoire colonisé, on se rend compte que ça s'additionne ces éléments-là et que, justement, ça pose nécessairement davantage de problèmes pour ces individus-là. Et autre petit élément, hein, c'était un peu l'idée que, au lieu de regarder uniquement comme étant des défauts des individus qui seraient en déficit de quelque chose, on peut peut-être regarder que le fait de ne pas vivre la discrimination, ce sont des formes de privilèges. Hein? Ça veut dire que on peut jouer, si on veut ouvrir toutes vos caméras, on va jouer un petit jeu, après je vais vous laisser partir. On va jouer à la course aux privilèges, ce qui va être évidemment rigolo. On ne va pas courir, inquiétez-vous pas. On va juste lever la main. Lauriane, Evelyne, Camille, Elsa, Sarah, Carole, Ariane, Robbie-Rose, Alison. Vous êtes en train de vous endormir doucement, mais ça achève. On se fait un petit 5 minutes, puis c'est la fin. Camille, Elsa, Sarah Maud, Caroline, Robbie-Rose, Alison, Erika. C'est là qu'on voit qu'il y en a qui ils vont faire la cuisine là, pendant les cours. OK, je ne serai pas trop hostile aujourd'hui, mais il faut quand même être un minimum aux aguets ou du moins devant son ordinateur. OK, on va jouer à un jeu. OK? Levez la main si... Parce que je pourrais, à la limite, parce que là, si tout le monde a les caméras fermées, c'est un peu embêtant. Sinon, j'aurais demandé de fermer la caméra quand... Voilà. Mais bon. Qui parmi vous... On va parler de la notion de privilège au lieu de déficit de quelque chose. Hein? Ça renverse un peu le rapport. Voilà. Qui parmi vous, ici, avait déjà été... mettons, victime de sexisme.